Bonjour Evelyne Le Goupil. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec vous êtes plaisir. là parce que vous êtes porteuse de la mutation du gène BCRA1, celle qui prédispose au cancer du sein et des ovaires, comme Angelina Jolie. Expliquez-nous alors, comment est-ce que vous avez appris que vous étiez porteuse de cette mutation? Eh bien, à l'âge de tout juste 25 ans, j'ai développé un cancer du sein. Extrêmement agressif, sur lequel il a fallu vraiment agir pour me sauver. Et moi, j'ai voulu comprendre, une fois remise des traitements, pourquoi, à mon si jeune âge à l'époque, j'étais atteinte d'une telle maladie. Et j'ai interrogé les praticiens et on m'a proposé de faire un dépistage génétique des gènes BRCA1 et 2, qui sont les gènes prédisposants pour le cancer du sein. Donc j'ai suivi toute une procédure et il est apparu effectivement que je suis porteuse du gène BRCA1, enfin de la mutation génétique BRCA1. Ce qui expliquait votre cancer très précoce. Exactement. Et pourtant, il n'y avait pas de cas de cancer dans votre famille, chez Non, votre effectivement, maman. le cancer du sein n'était pas présent dans ma famille. Il s'expliquait du fait que ça venait d'un côté masculin et qu'il y a beaucoup d'hommes dans ma famille, donc il n'avait pas pu émerger chez d'autres personnes, bien heureusement. Mais ça m'a permis de comprendre ce qui m'était arrivé, d'avoir quand même une piste sur le pourquoi, parce que pour moi, c'était vraiment important de savoir. Et puis, ça m'a permis de réfléchir, de prendre des décisions pour ma santé, pour moi-même et pour mon futur. Est-ce que vous avez pris la décision de faire de la chirurgie préventive? Alors, la première urgence a été d'avoir des enfants, sachant que en présence de cette mutation, j'avais un risque vraiment beaucoup plus élevé qu'une autre personne de récidiver. Et ensuite, effectivement, entre mon deuxième et mon troisième enfant, il y a eu un moment où on a pensé, par des images radiographiques, que j'allais vers la récidive. Et ce jour-là, j'ai décidé de tout arrêter. Je n'avais pas de récidive à ce moment-là, mais je pensais que ça pouvait m'arriver n'importe quand. Et j'ai été voir mon gynécologue et je lui ai demandé de faire une ablation complète des seins, qu'on appelle une mastectomie, et une reconstruction immédiate par prothèse. Samia Hurst, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'éthique à l'Institut éthique, histoire et humanité de l'Université de Genève. La médecine prédictive, on le voit, ça sauve des vies. Enfin, dans le cas, en tout cas, d'Emeline, ça a été salvateur. Il faut s'en réjouir, donc. Alors oui, par toutes sortes d'aspects, il faut s'en réjouir. Et il faut aussi prendre conscience des difficultés devant lesquelles ça peut mettre certaines personnes qui font face au choix du diagnostic. Votre témoignage illustre extraordinairement bien une chose cruciale. Au fond, on se demande souvent si c'était moi, est-ce que je voudrais savoir ou non ? Et en fait, la question est mal posée. Ça, c'est la chose la plus intéressante que les personnes confrontées nous racontent, c'est que la question ne se pose pas comme ça. La question, c'est quand est-ce que je veux savoir et à quoi est-ce que ça va me servir dans mes choix de vie? Quels sont, vous avez dit tout à l'heure, l'urgence était d'avoir des enfants, je voulais comprendre, vous aviez des projets de vie pour lesquels vous aviez besoin de savoir. Tout à fait. Et lorsque les personnes décident, et parfois, quand on est la deuxième génération, il faut décider à un âge très jeune, alors que des personnes de notre famille ont été atteintes à des âges peut-être plus avancés, les personnes décident en fonction de quel choix de vie elles veulent avoir fait avant et quel choix de vie elles veulent faire après. Qu'est-ce que ça va changer? La médecine doit servir à rendre possible le reste de la vie. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner, effectivement. Mais parfois, des professionnels non avertis posent la question par le mauvais angle. Ils vont vers oui ou non plutôt que quand, comment, pourquoi. Pour vous, ça a été un dilemme. Est-ce que vous êtes vraiment posé la question, est-ce que je dois faire cette chirurgie préventive, ou pour vous, c'était clair? Alors, dans la procédure que j'ai suivie avec l'hôpital cantonal de Genève, il m'a été expliqué que dans mon cas, c'était vraiment une forte recommandation. On m'a dit, si vous voulez vous donner un maximum de chance, il faut procéder à cette ablation des seins, puis surtout aussi à celle des ovaires. Ce que vous avez fait par la suite. Ce que j'ai fait par la suite, quelques années après, parce qu'on m'a clairement fait comprendre que c'était ça, ou vraiment un risque majeur. Donc je pense que quand on est dans cette situation, quelque part c'est plus facile que quand on n'a rien eu, qu'on n'a pas eu à se battre
contre la maladie et qu'on vient nous dire, mais en fait, peut-être que vous avez cette épée de Damoclès sur la tête et effectivement, ce serait vraiment bien que vous fassiez une chirurgie. Oui, vous connaissiez les conséquences en fait, de la maladie. On va faire intervenir un monsieur dans cette discussion. Bonjour, Sylvain Métil. Vous êtes avocat, spécialiste de la protection des données. Vous enseignez dans des universités, des instituts de formation aussi. On l'a vu dans le reportage. Donc cette médecine prédictive, elle est possible grâce à l'agrégation de métadonnées qui sont analysées, sur lesquelles on peut faire des statistiques et qui nous permettent de prédire le risque en fait d'avoir un cancer ou un autre type de maladie avec ce type de prédisposition génétique. Tout ça, c'est grâce au big data. Quand on dit big data, ça fait un peu peur. Concrètement, en fait, quels sont les risques ? Il y en a plusieurs, mais on a beaucoup de données qui concernent beaucoup de personnes et on peut identifier, même si les données sont généralement anonymisées ou à un certain stade elles seront pseudonymisées, on peut recouper et ressortir des informations sur une personne ou sur une autre et si elles sont mal utilisées, ces données extrêmement sensibles où on peut avoir un risque de décès, ce qui peut être intéressant pour un assureur, intéressant entre guillemets, mais de savoir quelle est la probabilité, la statistique de risque de décès ou pas va être un élément à prendre en compte pour calculer une prime, par exemple, d'assurance vie, ou alors un employeur pourrait décider d'engager ou non une personne en fonction du risque ou non de décès, du risque de maladie, d'absence. Donc toutes ces informations extrêmement sensibles, bien traitées, sont extrêmement positives et bénéfiques. Si elles sont dans les mauvaises mains ou si on ne prend pas les mesures suffisantes pour éviter que des tiers puissent y accéder, ou simplement si elles sont traitées à l'insu de la personne, peut-être qu'une personne n'a pas envie de savoir, elle doit avoir le droit de ne pas connaître le résultat si elle ne veut pas le savoir. C'est des éléments qui doivent être pris en compte. On l'a vu dans le reportage, donc cette société Sophia Genetics contient toutes ces données dans des serveurs qui sont hébergés en Suisse. Ça, c'est une garantie de sécurité. Ils font bien, là, c'est la bonne méthode. Alors, c'est un élément, c'est une étape, parce qu'on a plus on a d'intervenants, plus on a de risques. Et si on confie ces données à son praticien ou à une société et qu'on fait confiance à ce partenaire-là, c'est bien si on ne sait pas à qui on les confie, parce qu'elles sont sous-traitées à d'autres personnes qui pourraient potentiellement y accéder, ou si on les met à disposition de personnes qu'on ne connaît pas, parce qu'on a ne serait-ce qu'une montre connectée ou un outil qui va tracer vos pas, vos pulsations cardiaques, votre rythme de sucre, votre taux de diabète, et que ces informations sont collectées grâce à une application gratuite, mais qui est payée par la publicité, et que vous avez accepté que les données puissent être revendues peut-être anonymement, mais après on peut croiser avec votre identifiant de téléphone et savoir qui vous êtes et savoir si vous avez du diabète ou pas, alors que vous-même vous ne le savez pas. Là, on voit qu'il y a quelques soucis. Samia Hurst, vous diriez c'est quoi le risque pour les patients véritablement, par exemple pour ceux qui donnent leurs données de façon anonyme, est-ce que vous y voyez un problème ? Alors c'est vrai que l'anonymisation représente une protection, mais elle est partielle. Comme vous l'avez dit, il y a des recoupements qui deviennent très rapidement possibles lorsque la quantité de données est très importante. Et donc un premier risque est un risque pour la vie privée, pour la confidentialité. On a énormément de données qui traînent, entre guillemets, qui peuvent être recoupées, sur la base desquelles on peut tirer des conclusions vraiment passablement intimes sur les uns et les autres. Et un des dangers, c'est l'érosion du quant à soi, de la part privée de nos vies dont on a besoin, qui est une part de notre liberté aussi. On ne vit pas notre vie entière sous le regard de tout le monde. Et pour la plupart des gens, un des résultats, c'est que leur vie est plus intéressante que si elle était conduite tout le temps sous le regard de tout le monde. Un autre danger, c'est que si on a l'impression, et je dis bien l'impression, de trop bien connaître les risques de santé, ça peut conduire à une érosion de la solidarité sur laquelle est fondé le système d'assurance maladie. En fait, on a des assurances qui mutualisent le risque en partie à cause de notre ignorance en fait, de l'avenir. Si on a l'impression de trop bien connaître l'avenir, on n'a plus vraiment de raison de vouloir partager ce risque avec des gens qui peut-être, oulala, ont un risque plus important que le mien et pour lesquels je devrais donc me trouver à payer. Émilie Le Goupil, vous, grâce à ces nouvelles technologies, et voilà, vous avez pu prendre des décisions, maîtriser votre santé. Est-ce que, malgré tout, ça vous inquiète un peu ? Comment est-ce que vous considérez ça ? Alors, en tout cas, le cadre dans lequel j'ai pris ces décisions, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, qui ont fait les diagnostics et tout ça, étaient vraiment des personnes compétentes et j'ai fait entière confiance dans ce cadre-là. Après, j'ai aussi parlé de mon histoire devant des caméras, donc je sais que maintenant ça se sait. C'est vrai que cette question de la protection des données est, à mon sens, très importante et que
c'est quelque chose qu'il va falloir de plus en plus étudier, travailler et accompagner pour que chacun puisse garder, comme vous le disiez, la partie intime de soi. C'est une question de contrôle aussi. De choisir de rendre certaines choses publiques, ça nous appartient tout autant que de choisir d'en garder une partie privée. La question, c'est quand est-ce qu'on se met à ne plus avoir ce contrôle. Il y a une autre question qui est à qui est-ce qu'elles appartiennent. Et ça, c'est une question importante. Et je le dis parce que le BRCA est en fait un excellent exemple où une multitude de patients ont donné des échantillons, des informations dans l'espoir de pouvoir faire des progrès contre une maladie dévastatrice. Ces espoirs ont abouti. Hein. On a un diagnostic, on a un moyen de traiter. Vous êtes une des témoins de cela. Mais à un moment donné, la firme qui avait développé l'outil diagnostic est revenue avec un brevet sur le gène et avec des prix qui dépassaient les moyens de certaines des personnes apparentées aux personnes qui avaient donné leurs échantillons. Et là, on a un problème. Lorsqu'on donne gratuitement pour la science et pour le bénéfice de patients futurs et que ce qui revient n'est pas accessible de la même façon, de manière collective. Je reviens au dilemme éthique parce que vous l'avez dit au début de l'émission, vous avez eu 3 enfants. Vous saviez avant de les avoir que vous étiez atteinte de cette prédisposition. Exactement. Et j'ai eu la chance de savoir que j'étais atteinte, mais j'ai aussi eu la chance de savoir que chaque enfant, qu'on appelle les enfants 50-50, ont 50% de chance ou de malchance d'avoir cette mutation, mais aussi 50% de chance de ne pas l'avoir. Au final, ce sont des enfants qui auront la chance aussi de savoir plus tôt, que d'autres s'ils sont atteints ou pas. Et moi, je crois en la science, je crois au progrès. Je sais qu'à l'époque où j'ai eu cette maladie, on m'a dit aussi qu'il y avait des médicaments qui étaient en cours de développement et que peut-être que nos enfants 50-50 plus tard auraient quelque chose qui, en effet, une médication qui pourrait permettre aux gènes de ne pas se marquer ou de ne pas donner précisément de cancer. Alors, c'est de la musique d'avenir, mais j'y ai réfléchi effectivement. Et j'ai fait le choix, de nouveau, de croire en la vie et de croire en l'espoir et de partager mon combat pour que mes enfants sachent plus tard que voilà, je bénéficie de cette joie de les mettre au monde et que la vie vaudra la peine d'être vécue quoi qu'il arrive. Samia Hurst, c'est lourd quand même de prendre des choix, de prendre des décisions comme ça, de devoir faire ce type de choix. Vous me disiez au téléphone en préparant l'émission, des personnes vous ont dit mais bon, la maladie c'est la fatalité, ou voire parfois c'est Dieu qui l'a voulu. Donc voilà, c'est pas facile, hein, la société l'accepte pas toujours facilement non plus. Une des choses qu'il est important de comprendre, c'est qu'en termes de risques pour des maladies, et même de risques génétiques pour des maladies, il n'y a pas des personnes avec et des personnes sans. Il y a des personnes avec des éléments identifiés, connus, diagnostiqués, et des personnes sans. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Ouais. On parle là de maladies potentiellement létales comme le cancer, mais il y a aussi ces tests génétiques qu'on peut faire en ligne et puis qui nous permettent de découvrir si on est prédisposé au diabète, à l'obésité même. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Alors la difficulté, c'est comment est-ce qu'on interprète les résultats qui reviennent. Là, vous nous avez raconté une histoire, j'ai envie de l'appeler idéale, peut-être que ça ne correspond pas à votre expérience, et je m'en excuse si c'est le cas, mais où on vous a expliqué, où vous avez compris, où on vous a aussi interprété les résultats, vous avez compris également. Lorsqu'on envoie un échantillon de salive typiquement à l'autre bout du monde et qu'il y a un résultat chiffré qui revient, ce n'est pas toujours évident de savoir ce que le résultat veut dire. Il y avait à l'époque où les tout premiers tests en ligne sont apparus, un journaliste qui avait fait le test et qui avait écrit dans l'article qui avait suivi « J'étais très heureux, j'étais en parfaite santé, ça faisait des années que je n'avais pas fait de sport ». Et on voit très bien, c'était une boutade évidemment, mais très éclairante, on voit très bien que ce n'est pas entièrement dans nos gènes. Et puis finalement, les conseils qui reviennent sont des conseils pour lesquels le test génétique n'était pas nécessairement indispensable. Oui. Puis il y a des gens qui font des contre-interprétations aussi. Nos collègues de la médecine génétique nous disent qu'ils doivent régulièrement détromper des patients qui viennent et qui disent « mon risque de cancer du poumon est bas, ça veut dire que je peux fumer, n'est-ce pas ?» Et évidemment que ça ne marche pas aussi simplement que ça. Donc c'est à double tranchant, il faut vraiment comprendre dans quelles circonstances, dans quel choix l'information vient s'insérer et comment l'insérer dans ce choix. Puis j'imagine que là, ça pose aussi une question par rapport à la protection des données quand c'est envoyé à l'autre bout de la planète. Pour parler de cette dernière partie dans l'émission, j'aimerais qu'on puisse regarder la situation d'une caisse d'assurance maladie, la CSS, qui propose désormais à ses assurés, sur la base volontaire, de s'inscrire dans un programme où ils peuvent transmettre volontairement des données de santé relatives à leur exercice. On en parle juste après.
L'une des plus grandes caisses maladie de Suisse, la CSS, a commencé à récupérer des données électroniques de clients volontaires pour ses offres d'assurance complémentaires. J'ai reçu une lettre de la CSS disant qu'ils démarraient un projet et qu'ils cherchaient des participants. Et comme j'aime bien me balader, j'ai décidé de m'annoncer. À 75 ans, Hermann Weidmann est un retraité actif. Il est depuis longtemps un adepte du Quantify Self, cette tendance qui consiste à enregistrer en permanence divers paramètres physiologiques grâce à des capteurs intégrés dans un bracelet électronique. Depuis l'été dernier, il a un nouvel objectif fixé par son assureur. Marcher 10 000 pas par jour selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ces données sont transmises tous les 24 heures sur le site internet de l'assurance que M. Weidmann consulte régulièrement. Je synchronise tout cela avec mon bracelet Fitbit et je peux afficher un tableau comparatif des données journalières. Pour chaque jour où l'objectif a été atteint, il reçoit les félicitations de la CSS. Toutes ces données restent stockées sur le site de son assureur. Pour ce projet, la CSS a trouvé 2000 volontaires, un succès qui semble presque surprendre l'assureur. C'était l'une de nos préoccupations avec la mise en place du projet. Nos clients sont-ils vraiment prêts à nous transmettre leurs données? Nous avons vu que oui, ils ont assez confiance en nous pour le faire. Le client qui accepte de transmettre ses données reçoit en échange un crédit de 10 francs par mois qu'il peut utiliser pour payer sa prime. La protection de ces données n'inquiète pas M. Weidmann. Ça m'est complètement égal. Aujourd'hui, tout est enregistré partout et ensuite exploité. On est contrôlé et je n'y vois pas de problème. Celui qui ne fait rien de mal peut se laisser enregistrer et observer tranquillement. Sylvain Métil, Monsieur Weidmann ne craint pas d'être surveillé. Il l'a fait sur une base volontaire. De toute façon, il sait très bien qu'avec tout ce qu'il porte, les bracelets, etc., et surveillé de partout, pas de problème. Le contrat est clair, là, non ? Il y a deux choses. Premièrement, lui, il a l'impression qu'il risque rien et que tout est bien parce qu'il n'envisage pas que peut-être que dans une année ou deux, on va lui dire mais en fait, vous avez déclenché une maladie parce que vous n'avez pas assez marché. Et peut-être que lui disait j'avais rien à cacher parce que c'était assez. Et en fait, peut-être que le standard va changer. Et puis dans 3 ans, on va lui dire ce que vous faisiez, c'était plus assez. Et il avait l'impression qu'il n'avait rien à cacher. Et peut-être que dans 5 ans, il va se dire la vision, le tolérable aura changé. Puis il va regretter d'avoir tout dévoilé. Parce que et sur le consentement. Voilà, ça peut changer l'objectif ou la norme ou le critère. En revanche, les données enregistrées, elles restent, c'est ça ? Et après, c'est difficile d'expliquer pourquoi. Il y a 5 ans, il a peut-être moins marché que la veille, que le lendemain, et que non, c'est pas parce qu'il avait beaucoup trop fumé et qu'il n'avait pas plus marché ou qu'il avait fait la fête la veille et qu'il était inapte à marcher, mais simplement parce qu'il pleuvait. Et comment il pourrait se justifier ? C'est un souci qui nous permet d'ouvrir un chapitre important parce qu'on a ici un exemple où ce qu'on craint, c'est en fait un reproche, une punition pour un mauvais comportement de santé, une moralisation de la maladie. Et ça, c'est effectivement un danger parce que c'est une pente naturelle de notre société dans laquelle on glisse très vite. L'impression qu'on a un capital santé, qu'on est responsable pour le maintenir, que si on est malade, c'est un peu de notre faute parce qu'on sait très bien qu'on a toutes sortes de comportements qui peuvent éloigner de nous certains risques de santé. Et ce n'est pas parce qu'on peut écarter certains risques que c'est nécessairement de notre faute si on tombe malade. Ça, c'est important de se rendre compte qu'il y a un raccourci en fait assez vertigineux entre ces deux énoncés-là. Ça veut dire qu'on n'est pas entièrement maître de notre santé ? On n'est pas entièrement maître de notre santé, ni même de nos comportements, en fait. Et même si on l'était, c'est pas évident que la punition adéquate, si punition il devait y avoir, serait de ne pas nous soigner ou de ne pas rembourser nos soins. Tant qu'à faire, rendons-le illégal. Mettons-nous à l'amende. On aurait au moins droit à un avocat de la défense, à un procès équitable, à quelque chose qu'on n'a pas dans ces circonstances s'il s'agit de refus de remboursement, voire encore pire, de déni de médecine. Donc la moralisation de la santé, c'est un petit peu un réflexe trop prompt
qu'on a dans nos sociétés contre lesquelles on doit vraiment beaucoup se méfier. Ce danger existe dans ce cas-là, il existe aussi ailleurs et je voulais juste un peu mettre en garde ici. Mais dans le cas de cette assurance maladie, alors c'est de la moralisation peut-être, mais c'est sur le mode de l'incitation positive. Voilà. On va donner 10 francs. Tant on que va ça reste de l'incitation malus. positive, on pourrait lire ça sous l'angle de l'acte de prévention utile. Après tout, un assureur peut jouer aussi un rôle de santé publique important. Le danger, c'est le revers de manivelle. C'est une fois que ça devient une punition, parce qu'elle n'est pas du tout anodine. La place d'une punition à cet endroit-là n'est pas du tout anodine. Et on peut se demander si c'est de l'incitation positive, parce que d'un autre côté, tous ceux qui ne participent pas vont de facto payer 10 francs de plus, vu que lui va payer 10 francs de moins. Oui. Et la question, c'est est-ce qu'il a vraiment consenti? Est-ce que c'est un consentement libre et éclairé? Est-ce qu'il comprend ce à quoi il consent et est-ce qu'il a le choix de consentir ou pas? Alors là, on parle de 10 francs, ce n'est pas extrêmement important sur l'ensemble de l'année, mais si c'était un test pour une police d'assurance vie, par exemple, où là, on peut demander beaucoup plus de données et on lui dit, si vous n'acceptez pas de vous soumettre à ce test génétique, on n'accepte pas de conclure l'assurance vie. Est-ce qu'il a vraiment la liberté de dire oui, alors j'en fais pas? S'il peut en faire une autre, probablement oui. Si plus personne veut conclure avec lui, ça va venir difficile. Samiris disait, quitte à moraliser la santé, alors autant passer devant les tribunaux en quelque sorte. Assumons. La loi suisse en matière de récolte des données, de protection des données, est-ce qu'elle est suffisante dans ce genre de cas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que oui, en plus elle est actuellement en révision, donc on va la renforcer. Le problème, c'est celui de savoir à partir de quel moment on dépasse cette liberté de consentir et surtout comment on applique la loi, comment on peut la mettre en vigueur, comment on peut s'assurer que le patient qui est malade, à qui on dit vous pouvez participer à tel programme test de récolte d'ADN par exemple ou de génome en vue de, et ça vous permettra probablement de vous soigner. Est-ce que dans ce cas-là, vraiment, il est libre de dire non, je ne veux pas participer et pas partager mes données avec telle entreprise privée ou tel hôpital? Probablement que c'est difficile. Donc là, on doit avoir un comité d'éthique, on doit avoir une gouvernance de l'hôpital qui s'assure que la possibilité d'être soigné n'est pas liée au partage de données et que celui qui veut partager des données volontairement, de nouveau avec un cadre limité, dans un cadre de projet de recherche, puisse le faire avec des garanties et une confiance que ça soit dans ce cadre-là. C'est ça. Ce qui est très important, c'est de savoir selon quelles règles les données vont être ensuite utilisées, qui aura le droit d'en faire quoi, combien ça coûtera à qui, si ça coûte quelque chose. Et ça, c'est un prérequis de la confiance qu'on demande aux personnes. On donne rarement notre confiance vraiment aveuglément. Ce n'est pas un prix de camaraderie, la confiance. C'est vraiment parce qu'on a confiance que. Et on a confiance que quelque chose d'assez précis en général. Et si on ne sait pas ce qui va arriver, en fait, la confiance ne peut être qu'un prix de camaraderie. Et ce n'est pas comme ça que c'est censé marcher. Émile Le Goupil, vous qui avez été lourdement affectée dans votre santé, aujourd'hui, vous la gérez comment, votre bonne santé? Quels sont vos comportements? Je ne sais pas si vous êtes adepte de la montre connectée, mais... Non, pas du tout. J'essaye surtout d'avoir une bonne hygiène de vie et puis de profiter. Quand on a été très malade, on essaye surtout de profiter de chaque instant et de ne pas se lamenter, d'apprécier chaque moment. Et puis c'est vrai qu'on fait un peu plus attention. On fait un peu plus attention à ce qu'on mange. On suit un petit peu plus les théories aussi des personnes qui se sont penchées sur le rapport entre cancer et nutrition. On fait attention plus d'avoir des vitamines et puis on a un suivi aussi médical où on veille plus à nos carences, à ce que tout joue sur les valeurs sanguines, etc. et où des conseils sont donnés un peu tous les jours. Est-ce que quelque part, le fait de savoir que vous aviez une prédisposition génétique, ça déculpabilise aussi par rapport à la maladie? Alors oui, dans un certain sens, c'est un soulagement parce qu'on comprend... moi, je me suis dit à mon âge, heureusement, je ne fumais pas, mais je me suis dit peut-être que si j'avais fumé, on m'aurait dit, mais écoutez, c'est parce que vous avez fumé ou alors c'est parce que vous avez trop de poids. Ans, quand même. Ouais. Voilà, et là, d'un côté, on comprend qu'en fait, non, on a un gène mutant qui fait que, sauf vraiment bonne étoile, la maladie est inscrite. Ça peut aussi déculpabiliser, finalement. Mais c'est terrible qu'il faille le dire, parce que la maladie reste, dans tous les cas, aussi une infortune. Et si on se met à penser qu'on est maître à ce point-là, alors on tombe dans des travers dangereux. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission.